souvenez-vous, moi, c'est ça. Au début, je voulais mettre une diapositive, mais moi, j'aurais commencé par un diurétique. Là. Les données d'All-Hat nous démontrent une amélioration de l'insuffisance cardiaque par rapport au ACE inhibitor chez un patient comme celui-là. Je ne pense pas, le choix, je pense qu'il est très peu important ici. Je pense que la recommandation, c'est de donner n'importe quel des agents reconnus, s'assurer que le patient le prenne. Le deuxième objectif très important, bien entendu, normaliser la charge tensionnelle de ce patient-là. S'il n'est pas insuffisance cardiaque, il va le devenir, puis vous allez voir que c'est ça qui va se passer. Donc ici, bon, intéressant, une variabilité de pratique, mais je pense qu'il est à l'intérieur des lignes directrices, de sorte que je pense que toutes les réponses ici sont bonnes, l'exception peut-être du bêta-bloqueur. Donc, vous avez finalement, par exemple, à la fin de tout ça, vous avez finalement décidé que ce patient ne présente pas d'insuffisance cardiaque compte tenu d'une échographie tout à fait normale. Bref, à la fin de la journée, comme clinicien, comme clinicienne, vous avez dit, ce patient-là a une dyspnée d'étiologie imprécise, je ne crois pas que c'est son cœur qui contribue, puis vous l'avez traité avec l'agent que vous avez choisi. Bref, on n'a pas commenté plus loin, ce patient-là va bien avec votre traitement. Donc, il évolue bien pendant 2 ans, mais par la suite, il se détériore. Là, une détérioration beaucoup plus significative, une détérioration rapide. Donc, sur 3 semaines, cette fois-ci avec un orthopnée, un édème des membres inférieurs, donc beaucoup plus floride en termes d'insuffisance cardiaque. Je ne vous dis pas ce qu'il prend comme médicament. Et donc, puis, bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vous rejoindre, ça ne fonctionne pas, il se présente à la salle d'urgence. Bref, il ne va pas bien suffisamment pour se présenter à la salle d'urgence. Donc, à l'examen physique, on le retrouve inconfortant. Pour ceux d'entre vous qui voulaient de l'examen physique, on vous en fournit. Donc, cette fois-ci, je ne sais pas ce que vous avez utilisé pour l'hypertension, mais même en présence d'une décompensation cardiaque, une tension artérielle qui est relativement normale, ce qui est plutôt rare, 124 sur 64, une fréquence cardiaque à 68 battements par minute. Il respire à 28, donc il est tachypnéique, et puis sature à 92 à l'air ambiant. Il est hypoxémique à l'air ambiant. Donc, ce qu'on a, des crépitants aux 2 bases, une TVC qui est évaluée à 12 cm total, il y a un B3 de faible intensité. Pas de souffle évident, un édème des membres inférieurs, léger à 1+, avec une légère hépatomégalie, une acide, donc une hypervolémie gauche et droite, ça ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'on avait fait initialement, je ne sais pas ce qu'on avait évalué initialement, chose certaine, on semble s'être un peu trompé. Donc, il présente des signes radiologiques de surcharge. Donc, à cette étape, referiez-vous une échographie cardiaque? On l'a déjà fait il n'y a pas longtemps. Ça donne quelque chose de répéter l'échographie cardiaque? Viviane va nous dire que oui, bien entendu. Est-ce qu'on refait une échographie cardiaque? Si on parle de mon hôpital, le test-retest en échographie, c'est la bonne réponse. Donc, le test-retest, je pense que c'est important ici. La condition clinique du patient a complètement changé. Il faut savoir ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est valvulaire, ischémique, myocardique, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il se passe quelque chose d'extrêmement important. On est tous d'accord, c'est que quelqu'un du panel voterait contre l'échographie cardiaque chez ce patient. Non, on est d'accord. Quand on est à 99 %, on est bien parti. Donc, on vous présente. C'est vrai que c'est. Désolée. Donc, c'est de l'échographie cardiaque des régions éloignées. Donc, non, ça, on a de la difficulté avec les clips. C'est l'ordinateur, la boucle saute un tout petit peu, mais essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est donc une dysfonction ventriculaire gauche. Viviane avait placé ça à 30-35, je pense bien que je suis d'accord avec elle. Quelque chose qui ressemble à 10. Modéré. Modéré. Moderate heart failure. On a-tu d'autres clips après ça? Oui. Non, en fait, c'est que ça saute vraiment. C'est un peu moins que ça. Donc, quelque chose de diffus. Volume ventriculaire qu'elle a encore je pense relativement légèrement? Juste légèrement. Bon ventricule droit, oui. Donc, l'échographie cardiaque confirme la présence d'une dysfonction ventriculaire gauche de novo. Fraction d'éjection à 30-35 % avec une hypokinésie de forme diffuse. Donc, une dysfonction diastolique modérée, pseudo-normale, une légère dilatation du ventricule gauche, une composante de régurgitation mitrale quantifiée tout de même comme légère. Donc, il y a fuite mitrale, on ne vous l'a pas montré ici par souci de temps, mais une fuite mitrale qui est quantifiée comme légère, une légère dilatation de l'oreillette gauche, puis une pression de l'artère pulmonaire à 45 mm de mercure. Donc, patient qui est devenu beaucoup plus malade. Investigation complémentaire. Un patient qui se présente avec une dysfonction ventriculaire gauche de novo, hypertendu. Quel serait votre test de choix pour éliminer une des causes? Est-ce que ce serait la médecine nucléaire, l'IRM, une coronarographie diagnostique, ou vous ne feriez pas d'autre investigation puis vous le traiteriez? Le vote. C'est quoi les choix déjà? Oui, c'est ça. Donc,
Le premier, c'était la médecine nucléaire, 41 IRM à 9 coronarographie diagnostique à 45 puis le dernier, pas d'autres investigations pour 5 Votre opinion? Que ferait-on comme premier test diagnostique? Bon, premièrement, moi, il y a des choses qui... J'aurais aimé savoir si le patient prenait encore ses médicaments ou s'il les prenait toujours. Oui, ça y a compris. OK, il n'avait pas arrêté du tout sa médication. Bon, est-ce qu'au questionnaire, est-ce qu'on avait d'autres choses, syndrome grippal récent, autre chose? Est-ce que le patient a une histoire de maladie coronarienne dans sa famille? Non, pas de maladie coronarienne dans sa famille. Okay. Pas de douleur thoracique non plus. Il y a eu deux troponines qui étaient borderline positives. C'est certain quand le patient est malade et en présence d'une dysfonction ventriculaire gauche modérée, moi, j'aurais préféré d'emblée aller à une coronarographie pour éliminer une maladie coronarienne chez quelqu'un comme ça, bien que le tableau soit diffus. Alors, c'est certain que ça peut faire cardiopathie hypertensive, mais il y a des choses qui sont vraiment pas... le patient avait une tension normale à l'arrivée, bon, on est en défaillance cardiaque, il y a peut-être autre chose, mais j'aurais aimé avoir une coronarographie chez nous. Alors moi aussi, effectivement, on est devant un accident grave chez quelqu'un de jeune. On doit répondre rapidement à la cause de cette maladie très grave et avoir des éléments d'information. Donc j'irai à la coronarographie pour avoir déjà cet élément de réponse. Après, c'est vrai que le tableau, il est un peu atypique. Il y a une dysfonction ventriculaire gauche qui est modérée. Bon, il y a peut-être un petit trouble de la cinétique septale plus marqué. Mais il a des signes droits qui sont un peu étonnants dans ce type de tableau et il a une petite hypertension artérielle pulmonaire systolique. C'est une évolution un peu atypique. Donc, je n'éliminerai pas un processus musculaire myocardique qui serait au-delà de la maladie coronaire. Je suis d'accord également pour l'importance chez un homme de 46 ans d'éliminer de façon systématique une coronaropathie sévère, même s'il n'y a aucun argument clinique, je suppose, électrocardiographique. Soit par coroscan d'ailleurs, ou par coronarographie invasive. En pratique, finalement, ça va plus vite d'avoir une coronarographie qu'un coroscan. Mais les deux, je pense, sont valables. Et je pense qu'effectivement, l'enquête étiologique doit être particulièrement complète. Et dans ce sens-là, l'IRM me donne souvent des renseignements intéressants pour éliminer soit un argument pour une maladie infiltrative. C'est vrai que l'histoire à nouveau est bizarre, on se pose des questions. Donc soit une recherche n'importe quoi, d'hémochromatose ou autre. Des arguments pour une myocardite subaiguë qui soit passée un peu inaperçue. Il y a aussi une question qu'on a pu se poser, c'est est-ce que ce patient boit? En France, on a une prévalence des cardiomyopathies alcooliques qui n'est pas négligeable, qui n'est pas non plus très importante, mais qui n'est pas négligeable. C'est aussi toujours une question qu'on se pose. Parfait. Viviane. Donc, je pense que choix 1 et 3 ne sont pas mauvais. Ça dépend aussi où est-ce qu'on pratique. On ne peut pas avoir une coro tout de suite partout. Je crois que si vous regardez les lignes directrices, ils vont vous dire que vous allez revasculariser surtout chez le patient, dans ce genre de patient, s'il fait de l'angine ou s'il y a des signes de viabilité. Par contre, est-ce que ce patient fait de l'angine? Non. Non. Pour ce qui est de la viabilité, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de données cliniques encore qui nous disent que tu revascularises seulement lorsque c'est viable. Dans notre institution, nous, on va y aller d'emblée avec la coro parce qu'on l'a. Surtout qu'il y a des données, très vieilles données, je crois, la CAS Registry, c'est dans les années 80, avant des bons traitements médicaux, qui disait que c'est surtout chez ce genre de patients-là, avec maladie des trois vaisseaux, c'est la mortalité, le bénéfice de mortalité très bon, surtout dans la dysfonction modérée. Parce que lorsque la fraction d'injection est 10 %, évidemment, le risque opératoire est trop haut. Alors, c'est le genre de patient qui bénéficierait d'une revascularisation s'il avait la maladie des trois vaisseaux. Alors, moi, je pense que j'irais avec la coro, mais ce ne serait pas une mauvaise chose si le patient était plus vieux, il y avait beaucoup d'autres comorbidités, d'y aller avec une étude nucléaire avant, un peu pour nous convaincre que ce n'est pas nécessaire d'opérer parce qu'il peut en mourir. Le problème peut-être de la médecine nucléaire, c'est la sensibilité. Pour la maladie coronarienne, on dit que c'est 83-85 %, même dans des bonnes mains. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de faux négatifs, en particulier pour une maladie des trois vaisseaux balancés. Fait que oui, ça serait intéressant. Donc, un résultat positif nous réconforterait, dirait c'est ischémique, on irait au cathétérisme cardiaque. Un résultat négatif, dans ma tête, j'aurais toujours la possibilité qu'on est en train de manquer une maladie. Oui. Je ne sais pas, on pourrait peut-être ouvrir, parce qu'on avance quand même relativement rondement à la salle,
depuis le début ou sinon sur le sujet du cathétérisme cardiaque, parce qu'on réalise très, très bien, lorsque le cathétérisme cardiaque est accessible, c'est probablement l'examen qu'on peut avoir le plus rapidement. Dans certains autres centres où on est éloigné, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle depuis le début sur le cas ou sur l'approche invasive ou non invasive chez ce patient-là? N'hésitez pas. Oui? Ben, ça dépend. Là. Comme tu as vu, je pense qu'on est favorable au cathétérisme cardiaque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le patient avance en âge, plus la prévalence de la maladie coronarienne va augmenter. Fait que je ne suis pas convaincu d'envoyer les jeunes au cathé puis les vieux pas au cathé, c'est la bonne réponse. Je pense que tout le monde devrait avoir une évaluation par cathétérisme cardiaque si on croit que la longévité du patient est suffisante et la comorbidité n'est pas trop importante. Il y a un risque à aller au cathétérisme cardiaque diagnostique, comme vous le savez, il y a un risque de mortalité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le patient semble se détériorer extrêmement rapidement. Deuxièmement, si on va, puis on pourrait même demander la discussion au panel, feriez-vous un cathétérisme cardiaque ou en présence d'une coronaro normale, auriez-vous transféré ça en bilan hémodynamique pour en avoir un peu plus une meilleure idée? C'est-à-dire un cœur droit, là, faire un cathétérisme? Ouais. Mais souvent, si c'est un patient que je pense qui se qualifierait pour une greffe puis qui est très malade dans le futur, tant qu'à y être, je fais aussi un cathé droit pour voir s'il n'y a pas de contre-indication évidente, c'est-à-dire des pressions pulmonaires très élevées, des choses comme ça, parce c'est une procédure. Oui, évidemment, il y a un accès veineux là, qui est là, mais pour éviter de le refaire peut-être dans quelques mois ou quand le patient sera tellement malade qu'il ne pourra plus rester à plat, je ne peux plus faire le test. Ça me donne ce genre d'informations-là, puis ça me donne aussi une pression d'occlusion. Tu sais, ça m'aide à savoir le degré de décompensation à gauche aussi. Mais nous, on le fait d'emblée s'il y a une possibilité de candidature à la greffe plus tard. De façon systématique, sur ce type de patient, on ne ferait pas de bilan hémodynamique. Hein. On ferait éventuellement une mesure de la PTDVJ en poussant la sonde de Corot dans le ventricule gauche. Mais d'un point de vue logistique, c'est un peu compliqué de transformer ça en cathé droit, parce qu'habituellement, on passe par voie radiale, donc il faudra passer par voie fémorale, etc. Et pour revenir un petit peu à ce que vous disiez précédemment, ce qui me paraît important en termes d'examen, notamment non invasif, hein, pour d'emblée avoir une idée d'une viabilité en cas de coronaropathie ou autre, le plus important, à mon sens, c'est d'utiliser l'examen qui est bien fait dans l'institution où on travaille. Et globalement, la sensibilité à la spécificité est quand même pas très différente entre chaque examen. Il y a même peut-être un peu supérieur, mais ce qui importe surtout, c'est de faire l'examen que les gens savent bien faire là où on travaille. En fait, ce patient-là, moi, je ne ferais pas de bilan hémodynamique maintenant parce que je pense qu'il n'est pas complètement traité. Son traitement n'est pas optimal. Il s'est présenté à l'urgence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme traitement initial, mais s'il y avait seulement un ACE. Il a seulement soit un ACE ou un diurétique. Ou un diurétique, mais en fait, si c'est un diurétique, je peux présumer que ça doit être un thiazidique. Oui. Alors, si ce patient-là se présente avec des signes de défaillance, bien, j'irais pour un traitement maximal de sa défaillance cardiaque avec bêta-bloqueur et du Lasix et puis furosemide. J'irais d'abord avec ça, puis je réévaluerais le patient par la suite avant de procéder à un bilan hémodynamique complet, parce que je pense que 35 de fraction d'éjection, oui, il y a une dysfonction ventriculaire, mais le patient n'est pas optimalement traité encore. Mais tu n'es pas interpellé par les signes droits, par exemple? Oui, je suis un petit peu interpellé par les signes droits, mais si j'avais, peut-être parce qu'il est en surcharge, qu'on a des signes droits aussi, et puis tout dépendant de la coronarographie, si elle est strictement normale, moi j'opterais pour aller vers une résonance magnétique ou caractériser le tissu, m'assurer que je n'ai pas une maladie infiltrative, que je n'ai pas autre chose qui pourrait influencer mon traitement par la suite. Ça serait ma conduite. Alors, moi non plus, je n'irai pas d'emblée en première approche sur un cathétérisme droit, mais c'est vrai qu'on le fait par voie fémorale, c'est vrai de le faire en combiné, c'est assez facile malgré tout. On le réserve les cathés droits aux patients les plus sévères, chez qui on discute une assistance monoventriculaire gauche ou un bilan pré-greffe pour voir la réversibilité de l'hypertension disproportionnée dans la HTAP post-capillaire. Bon, là, ça ne paraît pas être le problème immédiat, mais c'est vrai qu'on passe peut-être à côté finalement d'une pathologie plus droite que gauche. Mais bon, on le saura par la suite.